Le reportage qu'on va voir maintenant touche à l'immobilier justement avec, on a trouvé ça une idée originale de certains qui, on achète souvent pour soi, vous le disiez, pour sa retraite, pour avoir un toit, pour se rassurer. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas acheter pour soi, il faut acheter pour louer, il faut acheter pour, pas pour spéculer, mais en tout cas pour faire travailler cet argent-là et en obtenir tout de suite un rendement. Et ça peut marcher, vous allez voir des cas assez étonnants. C'est un reportage de Julia Delage, d'Antoine Morel et de Max Pacro. À Bangkok, au milieu des tuk-tuk et des moines bouddhistes, Gilles Grimm joue les touristes. À 57 ans, il peut profiter de la vie. Son empire immobilier est estimé à 40 millions d'euros. Il vit entre Paris, où il gère ses affaires, et Bangkok, où il dépense son argent. Bon, c'est vrai, je m'affiche, c'est de l'argent volé. À Paris, Élise Franck. Aujourd'hui, elle gagne 3 500 € par mois, sans travailler. Là, on a des grands rangements, donc toujours des grands placards. Une rente obtenue en seulement 4 ans, grâce à l'immobilier. Ah, si je voulais, oui, je pourrais partir aujourd'hui aux Bahamas et y rester à vie. Et Sylvain Chavry. Pour une place comme celle-ci, c'est 85 € par mois. L'ancien trader, devenu roi du parking, règne sur près de 700 places dans la capitale. Voilà. Ils ont fait fortune dans la pierre, en osant là où beaucoup hésitent. À l'heure où la plupart des Français s'endettent pour acheter leur résidence principale, nous avons rencontré ceux qui envisagent l'immobilier comme un investissement financier. Décomplexés, ils considèrent la propriété comme un outil de spéculation, le meilleur moyen de faire de l'argent. Paris, 2e arrondissement. Aux côtés de Bougui, son fidèle compagnon, voici donc Élise. Alors voilà, on arrive. Bonjour. Au fond d'une cour arborée, la jeune femme est fière de nous présenter sa dernière acquisition. À 35 ans, c'est déjà son 6e appartement. 40 mètres carrés, en ruine, et à moitié en sous-sol. Rien de très séduisant. Mais Élise a beaucoup d'imagination. On va donc l'aménager en faisant un coin salon là où nous sommes ici, en mettant ici une cloison et il y aura une chambre ici avec un lit de place. Et en dessous, on va donc aménager une chambre au fond, ainsi que la salle de bain et la cuisine ouverte, avec une salle à manger. Et cet appartement, il coûte combien? Il vous a payé combien? 198 000 € FAI. Résumons. 198 000 € plus 38 000 € de travaux pour tout remettre à neuf, soit un investissement de 236 000 € intégralement emprunté à la banque. Sur 25 ans, elle va rembourser 1 200 € par mois. Un endettement qui n'inquiète pas la jeune femme, au contraire, il va l'enrichir, car cet appartement, elle va le louer meublé. Et du coup, vous allez louer ça combien a priori après ? Je ne sais pas encore, hein. Ça dépend de comment on va l'aménager, mais je pense aux alentours des 1500. Ce sera un 3 pièces. Je pense que ça sera à ce niveau de prix-là. Et je vais encore une fois dépasser de 300 € mes crédits. Un achat qui s'autofinance et tous les mois un bénéfice de 300 €. Car dans ce quartier très demandé, aucun problème pour trouver des locataires. Depuis 8 ans, c'est dans ces rues qu'elle investit. À l'époque, elle était secrétaire, gagnait à peine 1 500 € par mois, mais avait une idée fixe, s'enrichir rapidement. Le soir, j'allais dans les appartements pour faire les peintures, pour faire les travaux. Je faisais le tour des banques. Donc en plus de mon travail, effectivement, il y avait du vrai boulot derrière, une vraie volonté de faire les choses rapidement pour rapidement devenir indépendante financièrement, en fait. C'était mon objectif. Tout a commencé ici, au premier étage. Bonjour. Depuis 2004, Élise propose à la location ce 40 mètres carrés meublé. Salon cosy, cuisine et salle de bain. Elle a tout équipé. Toilette et lavabo. Ça n'existait pas. Non, pas du tout. Tout a été complètement recréé. Tout le plafond, toutes ces poutres-là ont été restaurées puisqu'elles étaient complètement cachées au moment de l'achat. C'était une ruine complètement.
D'ailleurs, je me rappelle, personne n'en voulait de cet appartement. Hein. J'étais pratiquement la seule à le vouloir. Quand vous êtes arrivée, il y avait une cuisine? Alors, quand je suis arrivée, tout était en pièce unique. Elle a décroché cet appartement délabré pour 150 000 €. Il vaut aujourd'hui 3 fois plus cher. Ici. Tous les gens autour de moi me disaient, oh, surtout pas, fais pas ça, c'est extrêmement risqué, les prix sont élevés aujourd'hui, ils vont peut-être descendre dans quelques temps, c'est pas le moment d'acheter, etc. Moi, j'ai rien voulu savoir et j'ai voulu vraiment suivre ma voie et voilà, c'est ce que j'ai fait en fait. Mais pourquoi louer uniquement des meublés? La réponse est toute bête. Le propriétaire peut déduire les frais de notaire, les travaux, l'ameublement, jusqu'à la moindre ampoule. Et surtout, le loyer est plus cher. Les locataires, eux, cherchent de plus en plus ces formules clés en main. En venant ici, j'ai emménagé avec mes valises. Voilà. Et voilà. Vous n'aviez pas de meubles, pas de... J'ai rien du tout. La seule chose que j'ai rajoutée à l'appartement, c'est la housse. C'est quand même extraordinaire, quoi. Vous mettez vos draps, vous passez un petit coup de balai, vous êtes chez vous. Élise a toujours bien choisi ses locataires. Jamais un incident de paiement. Elle s'est même enrichie beaucoup plus rapidement que prévu. Car au sous-sol, une surprise l'attendait. Oui. Avec l'appartement, il y avait une cave, humide et très encombrée comme souvent. Mais une cave immense. Donc ici, on a mis du parquet par terre. Un peu de nettoyage et quelques travaux plus tard, Élise s'est retrouvée avec 60 mètres carrés de plus qu'elle a loué en local commercial. Résultat, 800 € par mois de bénéfices qui n'étaient pas prévus. Donc c'était une première opération très positive. C'est rare ça quand même, non? C'est un coup de bol, c'est vrai. Il y a aussi de la chance, hein, de toute façon, quand on est investisseur, qu'on fait de l'immobilier, il y a toujours une part de chance. Mais il faut savoir la saisir aussi. Donc moi j'ai su aussi voir peut-être le potentiel de l'appartement et c'est. Voilà. Encouragée par ce premier succès, Élise décide de recommencer. Elle multiplie les acquisitions, toujours à crédit, toujours des petites surfaces, louées en meublé. Au bout de 4 ans, ses revenus dans la pierre dépassent son salaire, alors elle démissionne et se consacre à plein temps à l'immobilier. Le dernier appartement que nous visitons, c'est le sien. Donc là, vous avez le salon. Et notre rentière l'espace. Célibataire, elle vit dans 85 mètres carrés où, comble pour cette propriétaire de 6 studios, elle est encore locataire. Je suis en location depuis au moins 10 ans. Pourquoi, quand on a 6 appartements, on reste locataire? Si on achète en priorité sa résidence principale, le problème c'est que souvent on y met beaucoup d'affectifs. Donc du coup on y met souvent tous ses sous, toute sa capacité d'emprunt parce qu'on a envie d'être dans un quartier sympathique, dans un immeuble quand même correct et un appartement suffisamment grand. Donc du coup malheureusement on met souvent toutes ses économies là-dedans. Et du coup après on n'a plus les moyens d'investir dans l'immobilier. Moi j'ai fait un petit peu l'inverse. Aujourd'hui, les loyers qu'elle touche lui rapportent 3 500 € par mois. Forte de son succès, elle a écrit un livre et dirige maintenant sa propre société de conseil pour aider tous ceux qui voudraient faire comme elle. Devenir rentier grâce à l'immobilier, c'est possible à condition d'y consacrer beaucoup de temps et d'accepter d'avoir à régler tous les jours les 1001 tracas de ses locataires. Au départ, Sylvain Chavry était trader à Londres. Il plaçait ses bonus dans l'immobilier à Paris. Et puis un jour, il en a eu marre des chauffe-eau qui lâchent et des mauvais payeurs. J'investissais régulièrement dans des appartements et je trouvais que la rentabilité était de moins en moins bonne et surtout le risque du locataire était vraiment de plus en plus important. La législation en France défendant vraiment énormément le locataire à mon goût. Les locataires l'épuisent. Alors quand il touche un gros chèque à la suite de son licenciement en 2009, pas question de miser sur la bourse ou la location d'appartements comme Élise. Il choisit d'investir en sous-sol. Moins glamour qu'un immeuble pierre de taille, mais tellement plus rentable. Les charges sont faibles, l'entretien c'est juste du nettoyage qui est généralement à la charge de la copropriété. Voilà, si on compare par exemple avec une chambre de bonne, avec la chambre de bonne vous aurez la même chaudière qu'un appartement F2 ou F3, les fenêtres, les problèmes qui vont avec tous les appartements. Ici vous n'avez zéro entretien, il n'y a rien qui va casser. Il est difficile à un locataire de casser quoi que ce soit vu qu'il n'y a rien. Voilà. Une déco sommaire, du ciment brut,
Je vois qu'il y a quelques néons qui ont grillé, donc il faut que je change quelques néons. Très coûteux de changer les néons. Moi, je rigole. Sylvain peut sourire. La société qu'il a fondée gère près de 700 emplacements, qu'il n'a aucun mal à remplir. Donc ça n'arrive pas. Oui, allô? Ok, alors il nous reste 2 places simples qui sont à 200 € l'unité par mois. Je vous en prie, à tout à l'heure, au revoir. C'est toute la journée. On vous demande à vendre, à louer, tout le temps. À vendre, à louer tout le temps. Voilà. C'est ma nouvelle vie, que voulez-vous? Une nouvelle vie à l'ombre qui lui assure une belle place au soleil. Dans son quartier huppé, Sylvain savoure sa reconversion. En proposant des tarifs entre 85 et 350 € par mois, sa société génère près de 900 000 € par an, avant charges et impôts. Et sa société, la voici. Alors ce sont mes bureaux, en fait je travaille de chez moi. Internet de nos jours, un simple ordinateur et quelques mètres carrés chez soi permettent de se lancer. Bon, bah avec 100 places de parking, vous avez une dilution du risque sur 100 têtes de location. Et donc, si vous avez un locataire qui vous paye plus ou moins bien, mais qui payera quand même à la fin, vous avez moins d'impact sur votre remboursement de prêt si vous en avez un en collatéral qu'avec un locataire qui vous paye un loyer assez important et dont vous êtes tributaire. Donc, je pense que c'est à risque, mais le risque est justement bien moindre comparativement à l'investissement immobilier classique. Mais le champion toute catégorie, celui qui a fait fortune dans la pierre à partir de rien, c'est à Bangkok que nous l'avons trouvé. Une des plus hautes tours de la ville. Gilles Grimm nous a donné rendez-vous à son hôtel. Voilà, salle de sport. Il a commencé comme Élise Franck. Aujourd'hui, il profite. Voilà, piscine. Tout ce que je ne trouve pas à Paris, je le trouve ici. D'une manière facile et avec le sourire. Il y a 24 ans, il achetait à crédit son premier studio à Paris. Rarement vous verrez ça. Ce matin, voilà. Il visite un penthouse au 42e étage. Comme vous voyez, c'est un plateau unique, il y a 400 mètres carrés. Voilà. La ville vous appartient, c'est fantastique. Prix, regardez. 1 million d'euros. Abordable pour Gilles Grimm qui imagine même les travaux. Alors ce qui est bien, c'est que c'est brut de béton, quoi. On peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. J'imagine une salle de bain somptueuse avec une vue sur la partie est de la ville. Ici, une grande cuisine avec un plan bar. Le riche français a le coup de cœur, mais il doute. Car dans l'immobilier, lorsqu'il s'agit d'investir, seul compte la rentabilité. C'est tentant, mais la réponse, elle est non. Je fais ce que je sais faire, hein, et donc moi je sais investir à Paris, point final. Petite surface à Paris. Petite surface. Là, on est à Bangkok, immense surface. Ce serait une grande erreur stratégique. Ne jamais céder au coup de foudre. Voilà comment ce célibataire endurci s'est bâti un patrimoine de 150 appartements à Paris. Valeur estimée, 40 millions d'euros. Depuis qu'il est riche, Gilles Grimm passe au moins 3 mois par an en Thaïlande, l'art asiatique. Pourtant, au départ, son truc, c'était les pompiers. 18 ans, je quitte ma province, j'habitais à Saintes, ville romaine, Santonum Mediolanum, Charente-Maritime. Et j'arrive à Paris, donc avec 50 francs en poche, et un ticket de métro. Et j'arrive à la caserne des sapeurs-pompiers, à Plage Jules Renard, état-major, 17e arrondissement. Il y restera 16 ans. Puis c'est la retraite. Gilles n'a que 33 ans. Il devient gardien de parking, gagne à peine 1 300 € par mois. Pour assurer ses vieux jours, il se lance dans l'immobilier locatif. Il faut mettre la main à la pâte en permanence. Moi, j'ai appris à faire du plâtre, à faire de l'électricité, à faire de la plomberie, à réparer aussi moi-même des appartements quand je n'avais pas l'argent nécessaire pour payer une entreprise. Aujourd'hui, plus besoin de s'embêter avec les travaux, les locataires, leurs soucis. Gilles Grimm peut se permettre de déléguer. Paris, 20e arrondissement. Nous sommes au cœur de l'Empire Grimm. Et voici son homme de confiance, Patrick Carpenter. Eh bien voici, là on est chez nous, c'est vraiment notre secteur. Rien que dans cette cour, 23 appartements. Là, là c'est un 2 pièces, un grand 2 pièces. Là en bas un petit studio, là aussi les studios, puis dans le bâtiment principal. Voilà.
Au premier étage, Je vais passer devant vous. Patrick nous fait visiter un bien typique du parc immobilier Grimm. Venez donc. Un studio de 23 mètres carrés. Là, le locataire est parti. Il va être remis complètement en rénovation. Peinture acrylique partout de couches. Les sols ont refait. D'ailleurs, on va refaire le double vitrage. On en profite souvent à l'occasion des départs des locataires. Ça se loue très facilement ce genre de surface. Ça se loue bien, ce type de surface. Mais à la destination des étudiants, ils sont très très demandeurs. Ou jeunes actifs. Hein, voilà. Ça se loue combien? Si on ne force pas, vraiment, c'est 550 €, vous croyez-moi, vous faites des euros. 550, 600 maximum, avec les charges. Hein. Et le reste de la balade donne le tournis. Dans le quartier, Grimm possède un appartement dans presque chaque rue. Puis également, Monsieur Grimm possède des appartements. Je vais vous montrer un de ces lots. Toujours des surfaces d'une centaine de mètres carrés. Là également, Monsieur Grimm possède un lot, studio. Là, Monsieur Grimm possède également un lot, même type de produit, mais un immeuble complètement différent. Chaque mois, les loyers rapportent presque 100 000 €. Une réussite qui laisse Patrick admiratif. Oui, il ne faut pas voir les copeaux quand même pour réaliser ce qu'il a fait. Parce qu'il faut, vous savez, il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau. Hein. Il faut y aller. Hein. Même si on sait nager, on peut couler. Hein. Donc il y a quand même des risques, il y a quand même des tempêtes, on traverse toutes sortes de choses. Vous pouvez avoir un immeuble qui brûle, vous pouvez avoir plein de choses autour de vous. Et il faut y aller. Et M. Grimm a eu ce mérite, il a eu le croix. Et ça a payé. Voilà. Et ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans que Gilles fait totalement confiance à Patrick. De quoi profiter sereinement de sa vie de rentier. Vous savez, quand j'étais sapeur-pompier de Paris, je travaillais entre 96 et 120 heures par semaine pendant 16 ans. Ensuite, quand j'ai monté cette affaire immobilière, eh bien écoutez, c'est 6 h le matin jusqu'à 8 h le soir. J'ai pas honte d'avoir gagné de l'argent. Un parcours comme le vôtre aujourd'hui, c'est encore possible? Totalement. Je suis capable de recommencer immédiatement dès demain matin s'il le faut. Depuis qu'il n'a plus besoin de travailler, le roi de l'immobilier est devenu expert en Bouddha et autres amulettes. À Paris, il a même ouvert une boutique spécialisée. Il paraît que c'est un bon filon. On est tenté de lui faire confiance. Voilà pour ce reportage de Julia Delage. Alors là, on est ici avec vous, Alain Dinin, PDG de Next City, dans un super appartement. Hein, très bel appartement. Tout neuf, que vous gérez, qui est à louer. Alors pour ceux que ça intéresse, 230 mètres carrés, 6 800 €. Oui, beau quartier de Paris. Ça appartient à une compagnie d'assurance, la preuve qu'il y a encore quelques institutionnels dans ce métier. Ben, enfin, il faut gagner au moins 20 000 € par mois pour pouvoir se loger, donc c'est une toute petite fraction de la population. Pour tout le monde. Alors Next City, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes un des tout premiers du secteur. Century 21, par exemple, c'est vous aussi. Vous avez 6 500 personnes. Vous construisez des logements, 10 000 l'an dernier. Vous en louez, vous en entretenez. Vous faites un chiffre d'affaires de 2 milliards. Non. Oui, 2 milliards 600 millions. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. Hein. Bon, quand on voit ce reportage, alors on a un peu forcé le trait, notamment avec Élise, on les présente comme des rentiers. C'est pas tout à fait des rentiers, c'est des gens qui travaillent en fait. Alors, c'est un vrai métier, et puis c'est un métier de professionnel. Alors, Élise, par exemple, c'est un cas tout à fait particulier. Elle a la possibilité d'avoir un endettement à 100%, elle a fait un choix, on sous-estime tout le travail que ça représente. Puis elle a choisi un système qui est le loueur en meublé, qui est en fait pour les gens de passage et puis pour des gens qu'on peut sortir du jour au lendemain de leur logement quand ils ne peuvent pas payer. Donc pour les mauvais payeurs, il n'y a pas voilà, c'est très sécurisé parce qu'effectivement on peut s'en débarrasser entre guillemets facilement. Et en fait, ça ne résume pas le problème du logement en France. D'accord. Mais quand même, on voit ça, on se dit, tiens, au moins on a toujours dit, la première chose à acheter, c'est son logement, c'est son appartement, pour des questions de sécurité. Comment ça se fait, ça, que les logements soient toujours de plus en plus chers en France? Alors, il faut mettre de plus en plus d'argent pour mettre son logement par un système tout à fait simple qu'on apprend en troisième, qui est la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de demandes, de plus en plus d'ailleurs dans les centres urbains. Hein. On a aujourd'hui 80% de la population qui habite dans les grandes villes. Dans 20 ans d'aujourd'hui, il y aura 95% de la population française qui habitera dans 35 grandes agglomérations. Eh bien, il faut produire plus de logements pour que petit à petit, l'offre et la demande se réajustent. Ce qui n'a pas été le cas en France. On dit qu'il y a un déficit d'1 million de logements en France, je crois, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Comment ça se fait? Ça fait des années qu'on entend ça, qu'il manque des logements. Pourquoi est-ce qu'on les construit pas? Alors, il y a plein de sujets. On peut parler du prix des terrains, on peut parler des marges des promoteurs, on peut parler de l'encadrement des prix des loyers, etc. Peut-être qu'on pourrait déjà partir sur un premier sujet, c'est la stabilité des lois.
Je suis dans ce métier depuis plus de 30 ans, j'en suis à mon 22e ministre, je suis à ma 12e loi dite Cellier, avant ça s'appelait Périssol, Besson, Meignery, etc. On change de loi tout le temps. Discuter avec l'administration française, on vous dit aujourd'hui, on se glorifie en France de modifier par exemple les textes fiscaux, pas seulement sur l'immobilier, mais sur l'ensemble, tous les 14 jours en moyenne. Donc à un moment donné, pas de stabilité de texte dans un métier qui est un métier industriel. Entre le moment où on va trouver un terrain, le moment où on va livrer un logement, il faut 4 ans. Ça veut dire que les promoteurs que vous êtes, ou les acheteurs, ou les gens qui construisent, etc., sont dans une instabilité qui font qu'ils hésitent. Voilà. On ne construit pas. Donc l'année dernière, par exemple, on nous modifie une loi qui est l'investissement locatif sur le cellier. On dit on va la supprimer fin 2012. Alors, effet accélérateur sur 2011. Cette année, très fort ralentissement, puisqu'on ne sait plus à quelle sauce fiscale seront mangés les revenus des gens, que ce soit sur les tranches d'impôts, etc. Et donc, le système ne fait qu'accélérer et ralentir. Dans un système industriel, il faut produire lentement et de façon systématique. C'est ce qu'ont fait les Allemands. On se demande aussi si vous, les promoteurs, vous ne profitez pas aussi de cette rareté du marché, de l'offre, pour justement maintenir des prix hauts. Et si vous n'entretenez pas vous-même cette rareté, en ne construisant qu'en fonction des achats. Puisqu'on parlait de notre société, il se trouve qu'elle est cotée, ces comptes sont publiés, la marge du promoteur en France, c'est 10%. Alors ok, on pourrait peut-être réduire à 8%, mais on n'a jamais fait des marges à 25 ou 30%, comme certains marchands peuvent le faire dans leurs différents métiers. La problématique qui s'est posée, c'est qu'on a une rareté du foncier, donc il y a un choc foncier à mettre en place, que les deux candidats principaux à la présidentielle ont proposé, l'un en montant la densité, l'autre en donnant les terrains de l'État. Les deux systèmes ne sont pas mauvais, mais ils sont insuffisants. Et puis en face de ça, on a tout un coût de construction avec des normes et de la réglementation qui vient incrémenter le système. Et puis on manque d'offres. Donc dès qu'il y a un terrain disponible, eh bien les promoteurs viennent l'acheter. Le nombre de gens qui est susceptible d'acheter est de plus en plus faible, mais il reste une telle demande. Il manque 1 million de logements. Il faudrait, pour absorber le retard, produire 500 000 logements par an pendant les 10 prochaines années. Bon, mais c'est pas vous, promoteurs, qui avez intérêt aussi à ce que cette rareté perdure pour que les prix restent hauts. Nous, on n'a pas intérêt du tout à ce que les prix augmentent. On a intérêt à avoir le plus de clientèle possible. Moi, je préfère avoir 8% de marge que 10. Si j'ai beaucoup plus de clients, je m'y retrouve comme un grand distributeur ou comme un marchand. Le système est bloqué par un certain nombre de réglementations et puis aussi la capacité des ménages à se financer. Aujourd'hui, si vous êtes un ménage qui gagnait moins de 3 400 € par mois net d'impôts, vous ne pouvez pas acheter votre logement. Et c'est 85% de la population qui ne peut pas acheter. Donc la seule façon de trouver une solution au logement, c'est de remettre du marché locatif avec des prix maîtrisés et de remettre les grands investisseurs, comme c'est le cas en Allemagne, dans le marché du logement. Libérons le foncier, gardons un peu de stabilité dans les lois et les règlements. On commencerait déjà mieux pour vous. Si vous m'autorisez, on commence par stabilité des lois, un plan quinquennal, libérons le foncier et occupons-nous des gens qui ont besoin d'acheter ou qui ont besoin de se loger. Pour rendre des logements accessibles. Voilà, pour les rendre accessibles. À une population. Régulons les prix. Les promoteurs sont prêts à réguler leurs marges, à condition que l'ensemble de la chaîne se recompose pour dire comment fait-on pour aussi aider les gens à se refinancer. Régulons les prix. Vous êtes prêts à entendre ça et à dire ça? Et nous le faisons avec certains élus locaux. En Ile-de-France, par exemple, le maire de Nanterre ou le maire de Saint-Ouen sont des maires avec qui on travaille sur la régulation de prix. Une dernière chose, puisqu'on parle de placement. Là, on a vu le vin en début d'émission, on va voir l'art, etc. On parle de l'immobilier, etc. Si vous aviez un petit peu d'argent à placer, vous le mettriez où, vous moi, si j'avais de l'argent à placer, et j'en ai un petit peu, j'achète de l'immobilier locatif en étant sur un prix de loyer bas pour avoir une stabilité de mes locataires, mais je gère du patrimoine sur le long terme parce que l'immobilier, c'est du patrimoine, donc il faut travailler sur des rendements à 5, 10, 15 ans. Bon, ça reste un bon placement. Merci beaucoup. Merci Alain Dinin. Donc,